Salut tout le monde, c'est Zelvot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la review de l'iPad Air de 4ème génération qui du coup est sorti en 2020 mais en 2023. Pourquoi je fais cette review maintenant? Tout simplement parce que c'est celui que j'utilise encore aujourd'hui, c'est un iPad Air de 4ème génération et surtout il se trouve à peu près à 500-600 euros selon là où vous le trouvez. Je vous mets des liens en description qui sont des liens d'affiliation et au final c'est toujours 200-250 euros moins cher qu'un iPad Air de dernière génération, ce qui va vous permettre de compléter votre achat avec par exemple un Apple Pencil ou un Magic Keyboard selon l'utilisation que vous voulez en avoir. Et perso, c'est le choix que j'en ai fait. Moi, j'en ai profité pour prendre un Magic Keyboard avec. Au niveau de la tablette elle-même, on est vraiment sur une tablette assez fine et transportable. Au niveau de la taille de l'écran, c'est du 10,9 pouces. Après, il y a quand même des bords assez gros, ça faut quand même le prendre en compte. Même si personnellement, ça m'a pas trop gêné parce que c'est pas non plus énorme, mais ça reste quand même des bords assez visibles. Au niveau du poids, elle fait quand même 460 grammes, donc elle fait son poids, là, sort bien en main. Perso, je trouve pas que ça soit un inconvénient. Je préfère ça plutôt qu'une tablette qu'on va pas sortir en main et qui on va faire tomber facilement. Vous trouverez forcément une couleur à votre goût parce qu'elle est disponible quand même en 5 couleurs, donc soit les couleurs classiques d'Apple, donc argent, gris sidéral et or rose, mais aussi deux autres couleurs, vert et bleu ciel. Personnellement, c'est vers le bleu ciel que j'ai penché parce que c'est une couleur que je trouve super belle. Et sur cet iPad, c'est vraiment assez bien fait, ça fait une couleur vraiment assez claire et juste légèrement teintée au bleu, je trouve ça magnifique. Au niveau des boutons, pour le son, on retrouve deux boutons sur le côté comme d'habitude, mais par contre, il n'y a pas de contacteur de son comme on a habitué à voir en fait sur tous les produits Apple jusqu'à présent. Et j'ai trouvé ça très étonnant, mais effectivement, du coup, pour activer ou désactiver le silencieux, on devra passer par le centre de contrôle uniquement. Ça, sincèrement, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais après, sachant que j'utilise pas vraiment cette fonctionnalité sur l'iPad, ça ne m'a pas gêné. Je vois pas pourquoi ils l'ont pas intégré tout simplement. Juste au-dessus, on retrouve le bouton de déverrouillage et de verrouillage de l'appareil. Et ce bouton a une particularité, c'est qu'il intègre Touch ID. Parce qu'effectivement, malgré ce design, cette tablette n'embarquera pas Face ID. Et on va uniquement retrouver quand même Touch ID sur le bouton pour pouvoir avoir un déverrouillage rapide sur cette tablette. Après, sincèrement, maintenant que je suis tellement habitué à Face ID que ça me fait vraiment bizarre de devoir utiliser Touch ID. Mais c'est pas gênant et c'est toujours cool quand même d'avoir un déverrouillage rapide. Au niveau de l'écran, on est sur un écran liquide Retina d'Apple. C'est du classique chez Apple, c'est leur dalle LCD de haute résolution. Et effectivement, en parlant de haute résolution, sur cet iPad, on est assez bien doté puisqu'on a 2360 pixels par 1640 pixels, ce qui fait quand même sur une tablette de cette taille une très bonne résolution. La luminosité de l'écran, c'est du 500 nits. Pour faire simple, en vrai, ça permet surtout d'être très lumineux, notamment quand on va en avoir besoin, si on s'en sert de la tablette dehors, qui a du reflet ou autre. Parce que bon, même s'il y a toujours un traitement anti-reflet qui sont appliqués sur les écrans d'Apple, ça reste des écrans brillants, donc malheureusement, quand il y a du soleil qui tape dessus, on a toujours un minimum de reflet, c'est normal. Mais bon, personnellement, pour un usage comme moi, donc c'est souvent en intérieur ou autre, je trouve que c'est largement suffisant. Et pour être totalement honnête avec vous, je suis tout le temps à la moitié à peu près de luminosité. À ce niveau-là, je pense pas que vous montrez jusqu'à 500, sauf si vous l'utilisez dehors. Après, vaut mieux l'avoir que de pas l'avoir dans tous les cas, parce que qui peut le plus peut le moins. Donc, sur ce point-là, ça reste un bon point. Au niveau des connectiques de l'iPad, c'est simple, il n'y en a pas 10 000. Il y a l'USB Type C pour la recharge et le transfert de données. Pour pouvoir connecter un clavier, il y a le Smart Connector à l'arrière, donc c'est 3 pins qui sont apparents sur le dos de l'iPad. Et sur la tranche droite de l'iPad, vous avez le petit connecteur pour venir aimanter tout simplement votre Apple Pencil. Au niveau de la prise en main, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'en vrai, il tient assez bien en main, puis il est assez confortable à utiliser. Et sincèrement, j'adore en fait, même juste quand je l'utilise, le tenir en main, que ce soit en paysage ou en vertical. Il a une assez bonne prise en main, puis on sent bien les 460 grammes de l'appareil, donc on a bien la sensation de l'avoir en main. Au niveau de la partie multitâche de cet appareil, j'adore ça, sincèrement, je me régale à l'utiliser. Mais c'est notamment le multi-fenêtrage comme on peut avoir. On peut avoir soit effectivement deux fenêtres côte à côte qu'on dimensionne à peu près comme on veut, ou soit on peut avoir une fenêtre flottante qui va venir se rajouter par-dessus notre fenêtre principale qu'on positionne encore une fois à peu près comme on veut. Et perso, j'adore, ça m'a servi un tas de fois, que ce soit juste pour du traitement de texte classique, pour l'écriture de vidéos, pour du travail à côté, genre je trouve cette fonctionnalité géniale. Et surtout ce qui est très bien, mais ça on le verra plus tard dans la partie performance, mais c'est que la tablette fait tout ça mais très fluidement. Après partie logicielle, là on va parler de quelque chose qui me plaît un peu moins, mais c'est le clavier virtuel. Après c'est pas un problème lié directement à l'iPad, c'est en général sur toutes les tablettes où j'ai cette sensation là, c'est que je trouve le clavier trop gros, j'aime pas l'utiliser, c'est pas agréable, c'est pas pratique, c'est pas ergonomique. Après ça reste utilisable, si demain on va faire juste du divertissement, chercher une série Netflix, une recherche internet comme ça va largement suffire, on va pas acheter un clavier juste pour ça. Mais demain vous devez faire vraiment du traitement de texte ou ce genre de choses qui nécessitent vraiment de devoir écrire pas mal, vous allez vous tuer à utiliser le clavier virtuel, moi je vous le déconseille. Après pour toutes ces utilisations là, il y a quand même pas mal de choix, que ce soit sur des claviers un peu moins chers comme les Logitech qui sont des très bons claviers niveau rapport qualité-prix, ou alors si on veut vraiment une expérience à part et puis au top du top, les claviers Apple mais qui forcément va falloir boquer un peu plus. Et notamment moi, j'ai fait mon choix, ça a été le Magic Keyboard d'Apple que j'ai choisi. Sincèrement le clavier est quand même un petit peu cher mais il en vaut le coup. Après pour être honnête avec vous, on le trouve selon les sites entre 300 380 euros, pareil je vous mets des liens en description, mais en occasion vous pouvez aussi le trouver moins cher si vous voulez vraiment économiser au maximum. Après sur la qualité globale du produit, on est sur un produit Apple, donc dans la globalité c'est très bien fini, que ce soit au niveau de la matière qui est très douce, très agréable au toucher, mais par contre qui prend beaucoup les traces de doigts, ça faut le dire et faut le souligner.
Après, ce Magic Keyboard est compatible avec les iPads 11 pouces, que ce soit un iPad Pro ou justement l'iPad Air de 4ème génération, ou même celui de 5ème génération du coup. Et on a juste à poser l'iPad dessus et puis l'iPad va venir se connecter et se magnétiser automatiquement grâce au Smart Connector qui est à l'arrière. Et c'est juste comme ça, il n'y a pas d'étui ou autre, c'est connecté comme ça magiquement. Et le pire, c'est qu'une fois que c'est en place, malgré que ça soit juste magnétique, ça tient super bien, on peut bouger comme on veut, essayer de faire n'importe quoi. Perso, j'ai pas réussi, ne serait-ce à faire bouger l'iPad comme ça tient vraiment super bien. Ça m'est même d'ailleurs arrivé plusieurs fois de me déplacer un peu rapidement ou autre avec l'iPad en main et sans que l'iPad ne se décroche, ne bouge, il a jamais bougé d'un poil. Et franchement, c'est un détail, mais je trouve ça incroyable, c'est-à-dire qu'on a un aspect où l'iPad est, on peut dire, un petit peu en lévitation au-dessus du clavier, alors que c'est magnétique, c'est juste aimanté. Et malgré tout, ça tient incroyablement bien. Vraiment, c'est trop bien fini, c'est trop bien fait. Après, au niveau du clavier en lui-même, les premières fois que j'ai frappé avec, je l'ai trouvé forcément un peu petit sur du 11 pouces, mais je m'y suis très vite habitué. En vrai, il m'a fallu à peu près une journée, donc franchement ça va. Et par contre au clavier, c'est vrai qu'au toucher et à écrire avec, je le trouve globalement très agréable, notamment pour du traitement de texte ou autre, je pense que c'est vraiment parfait. Après, quelque chose qui est vraiment cool aussi avec ce clavier, ce Magic Keyboard, c'est qu'on va retrouver tout simplement toutes les touches qui sont rétroéclairées en blanc, et pas de panique pour votre batterie, dès que vous l'utilisez plus, si le rétroéclairage s'éteint, c'est seulement quand vous allez taper dessus que le rétroéclairage va se rallumer. Mais c'est plutôt cool de l'avoir parce que ça permet, même si vous utilisez votre iPad dans la pénombre, bah, vous pourrez voir tout ce que vous allez taper en fait. Après, pour ceux qui veulent s'amuser avec les raccourcis, le clavier est équipé d'un tas d'options et de raccourcis. Franchement, je l'ai même pas fait le tour de tout ce qui était possible de faire. Mais grosso modo, vous avez plein de touches qui permettent, en se combinant avec cette touche là puis d'autres touches, de faire des raccourcis en tout genre. Il y a la touche commande, la touche contrôle et la touche option comme sur les claviers de Mac, et il y a aussi la touche planète en plus. Et c'est pas tout, parce que tous ces raccourcis, on va avoir les mêmes raccourcis que sur Mac mais en version iPad, grâce au trackpad qui est intégré aussi à ce clavier. Parce que la particularité effectivement de ce clavier, c'est qu'il intègre un trackpad pour tout simplement venir avoir en fait comme une souris sur cet iPad. Alors la souris va pas se matérialiser sous forme de souris, ça va être plutôt une petite bulle légèrement transparente qui va se balader sur l'iPad et qui va disparaître dès qu'on lâche le trackpad. Et sincèrement, à utiliser tous les jours, je trouve que c'est vraiment cool. Petit défaut que je peux lui permettre, c'est par exemple si je suis sur Chrome ou autre, ou même en fait dans le menu, dès qu'on approche d'un élément, elle va pas nous laisser continuer notre course, mais elle va se sélectionner l'élément en fait. C'est vrai que les premières fois qu'on l'utilise, ça peut être un peu dépaysant parce qu'on n'a pas l'habitude que ça soit comme ça sur un ordinateur classique. Mais c'est exactement comme pour la taille du clavier, au bout d'une journée et quelques on est habitué, donc en vrai on s'y fait assez vite. Mais c'est vrai que du coup en vrai on vient retrouver une machine qui avec ce genre de clavier se rapproche presque d'un petit ordinateur. Après je vous dis que ça se rapproche d'un petit ordinateur, mais qu'est-ce que ça vaut en termes de performance? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Et pourquoi surtout? Niveau stockage, déjà on n'a pas 10 000 choix, on a soit du 64 Go pour du basique ou soit du 256 Go. Moi perso j'ai choisi du 64 parce que en vrai la plupart de mes ressources ou autres que je peux utiliser sont tous dans le cloud, donc j'ai pas besoin d'avoir un énorme stockage en physique sur mon appareil. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de stockage physiquement, vous pouvez toujours prendre du 256 Go ou même envisager des disques durs ou des clés USB spéciales puisque on a du port USB Type C intégré dessus. Au niveau de la puce, c'est la A14 Bionic qui équipe cet iPad. Pour vous situer le contexte, c'est la même puce que dans les iPhone 12 ou que dans l'iPad de 10ème génération qui est sorti cette année. Donc en vrai ça reste encore une puce qui fait largement le taf à l'heure d'aujourd'hui et qui reste largement potable, mais ça on va le voir encore après. Il est équipé de 4 Go de RAM, alors ça c'est une spec sur laquelle Apple ne communique pas, il faut fouiller un peu pour la trouver. C'est vrai qu'à lire comme ça paraît très peu parce que notamment quand on est chez Android, pour le même prix que ça, on peut avoir des tablettes qui ont 6-8 Go de RAM. Mais dans l'applicatif et moi le ressenti que j'ai eu au niveau de la tablette, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir que 4 Go de RAM parce que la machine elle reste à peu près toujours fluide grâce à l'optimisation logicielle qu'Apple a fait derrière. Peu importe les utilisations que j'ai eues, j'ai jamais vraiment eu l'impression de manquer de RAM, que ce soit dans du multitâche ou autre. C'est toujours resté vraiment très fluide et à ce niveau-là, en vrai, j'étais assez surpris. Je pensais qu'il y en avait 6 à la base, mais non, effectivement, il y en a que 4. Mais sur cette machine-là, à moins que vous ayez une utilisation très poussée, ça suffira largement. Après, je vous ai dit que pour moi, j'en avais pas senti forcément le manque. Après, je vous dis que moi, j'ai pas senti de manque de fluidité ou autre. Après, qu'est-ce que je fais concrètement parce que mon utilisation sera peut-être pas la même que la vôtre. Moi, globalement, je fais quand même des choses qui peuvent être assez lourdes des fois, comme de la retouche photo, que ce soit sur Lightroom, Photoshop ou autre. Je fais aussi légèrement de vidéos sur cet iPad, notamment avec Adobe Rush, ça reste dans des petits rushs, mais j'en fais un petit peu quand même. Je m'en sers aussi en multitâche, que ce soit pour l'écriture des vidéos ou même pour travailler personnellement sur d'autres projets que j'ai. Donc on est quand même sur une utilisation qui est assez large, qui couvre pas mal de domaines, et même en poussant un petit peu, notamment quand j'utilisais Photoshop, Lightroom ou Adobe Rush, j'ai jamais ressenti vraiment de lenteur ou de manque de fluidité ou même de manque de puissance au sens propre. Le seul petit défaut que je noterais moi dans mon utilisation, mais ça c'est pas la volonté d'Apple, c'est à cause d'Adobe, c'est qu'ils ont sorti une version Photoshop pour iPad qui est très bien, mais je trouve que c'est un enfer à utiliser niveau l'ergonomie est pas du tout top. Pour des petits trucs ça va, mais dès que je dois faire des choses un peu plus poussées,
que je pourrais normalement faire sur l'iPad, je préfère passer sur PC parce que l'ergonomie est vraiment pas ouf. Mais bon, encore une fois, ça c'est pas la volonté d'Apple, c'est Adobe qui a fait leur application comme ça. Après, pour les dessinateurs ou pour ceux qui aiment prendre des notes un peu manuscrites, vous avez l'Apple Pencil de 2e génération qui est compatible avec. Ça c'est cool, donc même si vous prenez juste des notes ou autre que vous aimez bien les écrire ou alors que vous voulez vraiment dessiner, ça vous permet d'avoir un stylet avec un capteur de pression qui est très efficace et aujourd'hui c'est quasiment une référence. Et pour terminer sur la partie performance, je pense que les seules utilisations où il peut vraiment avoir peut-être un petit peu de mal, ça serait sur des très gros rushs vidéo ou même aussi peut-être des grosses retouches photo. Je pense qu'effectivement là, que ce soit sur l'exportation ou autre, il sera plus lent et il y aura un petit peu plus de mal que ce que pourrait faire par exemple un iPad Pro M1 ou M2. Après bon, un iPad Pro M1 ou M2, ça vaut le double aussi du prix de cet appareil, donc à juger si vous en avez vraiment besoin ou pas. Surtout que même niveau batterie, c'est un appareil qui tient très bien la route. Il est lancé à 10 heures par Apple. Moi dans les faits, je l'ai fait presque les 10 heures, sachant que c'était pas un appareil neuf que j'ai acheté, mais je sais que par exemple hier quand je m'en suis servi, j'ai pu faire 7 ou 8 heures d'affilée dessus et il restait encore une vingtaine de pourcents à la fin, donc on est très large quand même dessus. Et sincèrement aujourd'hui je pense que cet iPad peut répondre quasiment à toutes les utilisations, que vous soyez étudiant, que vous souhaitez travailler un peu, que ce soit en ligne ou sur des applications un peu plus spécifiques, ou que vous voulez faire un petit peu de retouche photo à votre temps perdu, de la correction photo dans Lightroom, Photoshop, ou même quelqu'un qui a besoin d'une machine très transportable. Je pense qu'effectivement c'est quelque chose d'idéal même, pour pas dire le top du top. Après bien évidemment il y a toujours mieux qui existe, il y a toujours plus fluide, plus rapide, plus performant, mais sincèrement je pense que pour 95% des personnes, ça conviendra à 100%. La seule chose qui pourrait justifier effectivement de vouloir prendre une gamme au-dessus, pour moi, ça serait soit effectivement on veut une ultra rapidité, on a une utilisation vraiment assez spécifique, soit on veut un écran plus grand, dans ce cas-là, on n'aura pas 10 000 choix, ça sera sur du 12,9 pouces avec l'iPad Pro par exemple, soit effectivement on se dit juste qu'on veut la dernière machine et dans ce cas on part sur la dernière machine même si on n'en a pas spécialement besoin. Pour rappel, tous les liens des produits qu'on a vus dans cette vidéo sont en description, que ce soit les claviers Logitech, les claviers Apple et notamment le Magic Keyboard, ou encore des iPad Air de 4e génération. Et enfin, si cette vidéo t'a plu, j'aimerais t'inviter à t'abonner, laisser un like et commenter, ça me permet de soutenir la chaîne et de mieux référencer la vidéo aussi parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que YouTube fonctionne. C'était Zelvot, on se dit à une prochaine vidéo, ciao.